Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Marc Hanner, je suis donc directeur technique et directeur adjoint d'Orphanet. On va effectivement faire une petite présentation à deux voix, donc je passerai ensuite le micro à Robin. Et merci pour la présentation précédente, notamment sur cette notion d'autodéfense intellectuelle, parce que ça, c'est un sujet sur lequel il va falloir aussi qu'on discute un jour, c'est la culture du doute, y compris avec les machines. Alors, je vais essayer justement de vous faire une présentation un peu générique et poser un peu de problématiques, et puis on verra un peu justement sur le débat avec Robin sur par quoi les applications et le potentiel et comment on peut libérer ce potentiel. Très rapidement, je vais pas vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'Orphanet en général. J'aimerais juste insister sur un point qui me paraissait important, c'est de dire que notre valeur ajoutée provient de l'expertise. Et cette expertise, elle est avant tout humaine, jusqu'à présent en tout cas. Et c'est un point extrêmement important, avec une curation manuelle et une intégration avec d'autres données et ressources. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier depuis plus de 25 ans, de travailler sur cette expertise et comment on actionne cette expertise pour finalement créer de la connaissance autour des maladies rares. Là aussi, je ne vais pas vous rentrer dans le détail du contenu de la base de données Orphanet, mais simplement pour vous indiquer qu'un des aspects de notre métier, c'est justement d'organiser les connaissances, et avec notamment une organisation sur ce qu'on appelle finalement les aspects sémantiques, donc on sémantiquement organisé avec finalement ce qui était peut-être un peu les ancêtres des IA fut un temps, c'est-à-dire on travaille sur les ontologies, c'est-à-dire en gros les relations, les métadonnées qu'on met autour des données pour ensuite les exploiter avec des inferences et autres. Et donc ça, c'est notre métier aussi depuis extrêmement longtemps, d'organiser finalement les connaissances. Et on voit ça que c'est effectivement un élément extrêmement important de nos processus. Là ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller très vite, mais simplement pour vous dire que tout ça est extrêmement travaillé au sein d'Orphanet, avec une importance extrêmement forte dans tout ce qui est procédure. En fait, on normalise finalement notre manière de traiter, de générer de la connaissance, de travailler la connaissance de manière extrêmement structurée. Et cette structuration, c'est vraiment le cœur finalement du métier, avec une curation, une révision régulière, et y compris donc sur les maladies, la description clinique et toutes les données afférentes, mais également sur la partie des gènes avec, je le cite parce que c'est un élément important dans le cadre des maladies rares, avec la participation à la gene curation collation par exemple. Donc ça, c'est pour simplement rappeler les fondamentaux de notre métier. Évidemment, on s'est posé la question avec l'émergence des outils au fil du temps, de comment Orphanet pouvait aussi faire face et finalement relever les défis et trouver aussi des opportunités à l'usage des intelligences au pluriel, artificielles, parce qu'effectivement, on l'a un petit peu évoqué, il y a énormément de types d'outils différents. Mais justement, en essayant d'avoir un petit peu un regard critique, en fait, aussi sur ce qui se mettait en place autour de ça, en disant, il y a des tas de choses qu'on sait déjà faire, qu'on fait bien. Est-ce que finalement, utiliser l'IA améliore, ou c'est simplement remplacer pour remplacer ce qui n'a finalement pas d'intérêt? Est-ce que c'est finalement plus efficace, moins efficace? Qu'est-ce que ça implique en termes de coût également? Alors coût, il faut aussi comprendre qu'il y a un coût réel, c'est-à-dire que certains outils vont coûter extrêmement cher à être implémentés et être mis en place, mais il y a aussi des coûts indirects qui sont finalement toute la curation qui est quand même nécessaire en entrée et en sortie. Donc on se pose ce type de questions. Et c'est vraiment le cœur de notre réflexion autour de ça. Et on a évidemment commencé à réfléchir à comment on pouvait actionner ça. Et ADK est aussi une façon finalement de répondre à cette question pour l'aide au diagnostic, évidemment. Alors, ça c'est le côté effectivement un peu autodéfense intellectuelle. Il y a effectivement des cas assez amusants, anecdotiques certes, mais amusants quand on parle des IA, c'est que c'est énormément... c'est un sujet extrêmement d'actualité avec énormément d'enjeux économiques réels. Et j'en parle deux exemples, moi, qui m'ont fait rire ces derniers temps. C'est une société qui prétendait mettre en place une technologie pour développer automatiquement du code d'application, ce qu'on appelle aussi un peu au vibe coding aujourd'hui. Donc, en gros, vous expliquez vaguement ce que vous voulez à l'autre IA et c'est censé vous générer des super applications. Alors, moi, je ne fais pas parce que c'est absolument pas sécurisé. Alors, c'est très sympa de faire des prototypes, mais honnêtement, pour faire des choses un peu solides, ça ne vaut pas le coup. Et là, c'était dans une boîte qui a été dollarisée jusqu'à $1 milliard, donc c'est ce qu'on appelle une licorne, quand ça atteint ce niveau de valorisation, et qui a fait faillite récemment. Pourquoi? Parce que cette technologie qui était présentée comme de l'IA générative de code applicatif, en fait, c'était 700 ingénieurs en Inde qui recevaient les spécifications et codés, parce que l'outil n'était pas vraiment éprouvant, donc ils avaient évidemment survendu leur solution. Simplement, effectivement, quand ça devient troublé, il faut aussi se méfier, se poser un peu des questions sur la réalité objective de l'efficacité des outils. Ça fait partie de votre défense intellectuelle autour de ça.
Et puis un autre exemple, moi, qui m'a fait rire, parce que je suis un vieux geek, hein, on peut le dire. Donc c'est cette console Atari qui date de 77, je l'ai encore à la maison, c'est pas vous dire. Elle avait un vieux jeu d'échecs, hein, c'est un classique, hein, des jeux vidéo depuis le début finalement. Il y avait Pong et les jeux vidéo des jeux d'échecs. Et donc il y a un algorithme assez simple qui a été utilisé à l'époque pour créer un jeu d'échecs. Et ils l'ont fait jouer contre ChatGPT en 2025. Et le point intéressant, c'est que ChatGPT a perdu. Alors on peut s'attendre quand même à ce que finalement, quand on modélise un jeu d'échecs, bah c'est quand même pas si compliqué que ça. Sauf que ces outils ne sont pas faits pour ça. Et ça, c'est un point important. On peut aussi faire l'expérience, on est même sur certains aspects mathématiques. Mais en tout cas, la partie grand public n'est vraiment pas faite pour ça. Et non seulement il a perdu, mais le plus intéressant, c'est la manière dont il a perdu. C'est qu'il a triché. Il a inventé des camps qui n'existent pas. Il a été de mauvaise foi en disant qu'il ne reconnaissait pas les patterns que la console a envoyés. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce côté un peu paroquet stochastique, c'est-à-dire un lot qui est de mieux en moins vrai, hein, pour être très honnête, dans les derniers modèles qui existent, mais néanmoins, il y avait ce côté, ces outils sont là pour vous répondre quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est aussi une des problématiques auxquelles il faut réfléchir quand on réfléchit en termes justement d'implémentation de ce type d'outils. Alors c'est l'exemple parmi tant d'autres, c'est une typologie d'outils IA. Il y a bien sûr bien d'autres types d'outils comme les analyses d'images et compagnie sur lesquels on n'a pas les mêmes enjeux, mais typiquement sur les choses un peu, on va dire, grand public, ce qui a quand même son importance, on a encore ce type de problématique. Alors évidemment, pour tout ce qui est données, et notamment sur la partie médicale, la problématique de la curation reste aussi un élément extrêmement important. Vous connaissez tous, hein, garbage in, garbage out, c'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez des mauvaises données en entrée, vous allez avoir de mauvais résultats quoi qu'il arrive. Or, la promesse de l'IA, c'est qu'elle l'a vu, hein, avec des exemples assez concrets. Donc on va révolutionner le diagnostic, la recherche, les traitements, réduire l'errance. Donc tout ça, c'est très bien. Mais une des conditions, c'est qu'efficacité de tout modèle va dépendre à 100% finalement de la qualité des données d'entraînement, ce qu'on veut y mettre et comment on va finalement interagir avec ce type d'outils. Et on l'a vu, hein, le risque notamment, c'est que si on a des données de mauvaise qualité, on a des diagnostics erronés, on va peut-être perdre du cas, aussi des pertes de chance et autres. Donc il y a aussi un facteur d'accélération, c'est-à-dire qu'on l'a vu aussi avec quelques exemples précédents, on peut gagner du temps, on peut faciliter un certain nombre de processus, mais mal utilisé, ça peut aussi conduire à l'état inverse. Et donc, un des points qui est extrêmement important, et sur lequel, non, en tant qu'en fait, on travaille beaucoup, évidemment, c'est la notion de curation de ces données pour garantir la fiabilité des outils. C'est certainement extrêmement indispensable. On l'a rappelé, je vais passer très vite là-dessus, mais maladie rare, il y a aussi certaines spécificités, un nombre de patients très faible, donc finalement peu de données, des données toujours éparpillées. Donc là aussi, on a des outils qui peuvent aider, mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est que moins on a de données, plus c'est compliqué de monter des outils d'IA efficaces. Et donc ça, c'est un sujet spécifique dans le domaine des maladies rares. Et on l'a dit aussi, c'est une hétérogénéité des symptômes avec une maladie qui peut se manifester de manière très différente et c'est parfois difficile même pour les IA d'identifier des schémas clairs. Donc là, il faut aussi pouvoir travailler sur ces sujets-là et on a vu quelques exemples avec notamment Heidi qui est très intéressant sur la partie reconnaissance faciale parce que là, on voit bien que bien entraîné avec une base de données efficace, quand même amusant d'entrée, c'est quand même pareil en termes de photos, même si vous n'avez pas encore tout intégré, ça veut dire que vous avez une base solide pour faciliter l'apprentissage de ces outils. Alors l'enjeu effectivement autour de ça, c'est finalement comment on risque d'amplifier des biais qui sont présents dans les données. Et un élément que je veux aussi vous rappeler, c'est que finalement aujourd'hui, quand on essaie d'implémenter un outil d'IA, notamment au sein d'un hôpital, d'un établissement ou autre, on a plusieurs options potentielles. Il y a le fait d'avoir un modèle local, donc ça c'est très bien. C'est quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser, les données ne vont pas forcément sortir, mais la taille en fait de ces modèles est relativement restreinte. Alors là, je vous ai mis un petit lama. Alors, c'est un petit lama, c'est parce que ça, c'est une application qui s'appelle Olama qui vous permet de télécharger le modèle et de tester sur vos machines. Et quand on regarde les modèles locaux, c'est des petits modèles, donc c'est très bien, ça peut tenir, il faut un peu de ressources, un peu de ce qu'on appelle de GPU, ça peut encore marcher, ça va bien. Quand on utilise aujourd'hui donc les large language models, les LLM, donc les ChatGPT, les Mistral et compagnie, il faut déjà un peu plus de volume, c'est un peu plus compliqué. Ça reste encore probablement maîtrisable dans un environnement on va dire hospitalier classique avec suffisamment quand même de ressources pour les faire tourner. Et puis dès qu'on va passer à des outils très récents comme ce qu'on appelle donc les LRM, c'est les Large Volume Models qui sont faits la génération qui viennent après les LLM, donc les O3 et autres compagnies. Là, on est sur des volumes extrêmement importants et finalement, le risque qu'on a, c'est qu'en dehors de ce qu'on appelle les GAFAM, finalement, ça va être assez compliqué à développer et de deux, à actionner dans un environnement restreint, contraint et contrôlé. Donc ça, c'est un élément extrêmement important.
Et du coup, en fonction de la taille des modèles, vous avez aussi une forme d'efficacité. Et puis, il faut effectivement aussi nourrir la bête. Donc, pour nourrir la bête avec de données de qualité, bien c'est très bien, mais on reste quand même toujours avec cette problématique d'amplification de billes. C'est un peu mal documenté. L'IA ne va pas forcément pouvoir l'utiliser, reconnaître, en tout cas ne l'apprendra pas. Ce fameux danger, donc, décuplé à cause des petites couvertes de patients. Et donc, il faut absolument, systématiquement, finalement, travailler sur la curation. Donc, déjà en entrée, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mourir, comment je mouris mes modèles et comment je les entraîne, mais également en sortie, c'est-à-dire un revue, une fois qu'on a les réponses, c'est très bien, mais le travail n'est pas encore fini. Il va falloir faire aussi un travail très important en termes de tri en sortie également pour finalement avoir des résultats extrêmement intéressants. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique finalement de comment fonctionne ce type d'outil. Je ne vais pas vous parler de trop de vectorisation ou d'espace latent, mais néanmoins, c'est quand même ça qui se passe dans ces outils. Et chez nous, d'un côté cognitif, on est plutôt dans le questionnement, l'analyse, des choses sur lesquelles on va pouvoir poser une remarque et autres. Et donc, il faut pouvoir avoir ce renforcement mutuel entre finalement l'homme et la machine qui passe à la fois par la curation, mais aussi la manière dont on va poser les questions, la manière dont on va interpréter les résultats. Et donc, c'est encore important, même aujourd'hui, de standardiser ça de manière à avoir finalement, alors j'utilise un mot qu'on utilise dans cette partie technique, mais d'alignement, là je détourne un petit peu, mais il y a quand même une forme d'alignement à avoir justement entre l'homme et la machine. Et ça aide, en fait, si vous aimez justement des bases de connaissances très bien structurées comme Orphonet, avec une dynamisation de terminologie, les différents formats. Si on peut ensuite nettoyer et vérifier effectivement les résultats qui vous sont retournés, donc travailler de manière permanente finalement avec les machines. Et puis, il y a quand même une valeur ajoutée à l'expertise humaine, là aussi un peu abordé dans Casting notamment, mais il y a toujours effectivement une importance de contextualisation qui, elle, ne va pas forcément mettre de manière simple des données et des métadonnées, mais aussi finalement de la manière dont vous enrichissez en tant qu'expert les données des patients et comment on enrichit la machine autour de ça. Un autre point aussi qui me paraît extrêmement important, c'est le problème justement des larges endomèles et de comment on nourrit ces outils-là. Ces outils sont nourris énormément par la publication. C'est très bien. Publication scientifique, vous pouvez prendre tout PubMed. On prend tout PubMed, d'ailleurs peut-être que tu en parleras, on prend tout PubMed, on met ça dans les grosses moulinettes et c'est fantastique. Sauf que, en science, ça abonde. Et parfois, un papier qui était très très bien, ou parfois pas bien du tout, à l'origine, va se retrouver dans un cycle de rétractation et au bout d'un moment, on va considérer qu'effectivement, ce papier n'aurait soit pas été publié, soit n'est plus aussi, on va dire, scientifiquement justifié ou justifiable. Et ces délais de publication et rétractation, c'est extrêmement haut. Sauf que les modèles, ils ont déjà ingéré ces éléments-là. Et ils sont très mauvais pour revenir en arrière, finalement, et pour pouvoir retirer un certain nombre de choses. C'est très compliqué. Il faut potentiellement réentraîner des modèles en ayant fait la curation d'entrée. Donc, c'est des choses extrêmement compliquées. Et donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un exemple un peu extrême. Mais globalement, c'est hyper important, quand on travaille avec ce type d'outils, de à la fois maîtriser les sources et donc utiliser ces outils peut-être pour travailler, analyser, déterminer quelles sont de bonnes sources, mais également avoir ce dialogue avec l'homme et la machine pour pouvoir maîtriser ces sources-là et toujours contrôler le résultat. Ensuite, je voulais conclure ma partie là-dessus. On l'a assez peu évoqué, mais ça commence à venir. Il y a un usage de ces outils par les patients eux-mêmes aujourd'hui. Et il est très clair et il commence à émerger dans plein de situations. Là, je vous mets l'exemple qu'a fait il y a quelques temps la une de certains journaux de la sensation. Une femme qui dit j'ai pu diagnostiquer mon cancer avant les médecins en utilisant ChatGPT finalement. Très bien, anecdotique. Mais la réalité, ça veut dire quoi? C'est que pour faire ça, elle a probablement pris toutes ces analyses, mis ça directement dans l'outil sans aucun contrôle, ce qui fait qu'elle a aussi. Alors nous, on a des problématiques réglementaires tout à fait justifiées, c'est normal, on a des considérations éthiques, elles sont plus que légitimes, mais la réalité, c'est que les patients, quand ils sont en recherche de réponses, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre toutes les données disponibles, ils vont tout mettre ça dans l'outil dont ils disposent et qui est en général l'outil grand public par excellence, pas forcément la chose la plus mieux contrôlée, et on se retrouve avec des gens qui vont finalement challenger derrière ça. Ça va être aussi intéressant parce que, très honnêtement, j'ai quelques cas aussi, les derniers modèles sont pas si mauvais que ça dans un certain nombre de cas. Et donc, vous allez aussi avoir des gens qui viennent challenger leurs experts, leur monde d'un médecin, en disant, écoutez, moi, j'ai fait toute mon analyse, et la culture de guide, elle peut aussi émerger de ça, en disant, voilà ce que l'outil me trouve.
C'est un élément important, ni effectivement plus de 25 ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on est en accès libre en termes de base de connaissances. On n'a jamais fait tout frein à l'accès à l'information, que ce soit un expert, un patient du grand public. Or, les outils usageurs aussi, on voit très régulièrement, les rebeux viennent récupérer les données d'Orphanet. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut effectivement garantir l'accès aux ressources et à la connaissance. Il faut probablement continuer justement à donner de la visibilité aux sources et références utilisées par ces outils-là, parce que ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on utilise, parfois, on ne voit pas, on ne sait pas quelles sources et quelles finalement références ont été utilisées pour produire un résultat, et qu'il faut donc garantir un contrôle, une lecture critique, l'autodéfense intellectuelle. Il va falloir aussi y avoir côté médecin, mais côté patient probablement aussi. Et ça, c'est un élément qu'il va falloir travailler et garder la maîtrise pour chacun. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la grandeur et limite autour de ça. Je vais laisser la parole à Robin pour la suite. Vous m'entendez bien? Correct. Merci. Marc a très bien introduit les challenges qu'il y a à utiliser l'intelligence artificielle. On va se concentrer aussi sur la partie LLM. On voit qu'il y a énormément de cas d'usage. Et moi, je veux me focus surtout sur les cas d'usage qu'on travaille beaucoup chez TechCare, mais aussi à travers RDK. Et le cas d'usage, c'est l'accès à l'information rapide, intuitif, mais aussi à la bonne information, au bon moment et avec la transparence. Parce que nous, on s'est beaucoup développé avec l'utilisation des données publiques, avec des acteurs comme Orphanet qui les mettent à disposition. Et la force des données publiques, c'est qu'elles sont vérifiables facilement par tous. Donc on réutilise ces données, on va les rendre intelligentes. Sauf que les LLM génératifs, ils sont très durs à développer, et quand ils sortent, ils sont généralistes. Et ils vont pas être ciblés sur certaines maladies rares, sur le traitement des maladies rares, même dans la santé. On voit qu'il y a des très grosses performances, mais c'est pas encore assez fiable et surtout pas encore assez traçable et vérifiable. Donc je vais discuter un peu de ça, notre approche et notre philosophie à TechCare, et qu'est-ce qu'on est en train de construire pour pallier à ces problèmes. Donc pour nous, une des solutions, c'est justement l'agent IA. Vous avez tous un peu entendu parler de ce buzzword, mais pourquoi je mets tout de suite le zoom sur l'agent IA? Parce qu'en fait, l'agent IA, c'est la technologie, en tout cas la méthodologie, qui va permettre de encadrer des modèles qui sont très puissants, qui se développent, et que seules certaines entreprises avec énormément de capital, énormément de ressources vont pouvoir développer. Mais nous, il va falloir les réutiliser et leur donner un cadre, parce qu'elles restent généralistes, très puissantes, mais généralistes. Et donc là, j'ai mis un papier de Google qui a sorti un papier sur qu'est-ce que les agents IA, avec un détail qui est très intéressant si vous voulez comprendre. Les quelques premières pages sont pas très techniques et elles permettent d'appréhender, mais faut se poser la question de à quoi ça sert et quelle est la valeur ajoutée. Donc juste avant, j'ai une slide qui compare un agent IA d'un bot ou de ce qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, les choses qu'il y a à retenir sur l'agent IA, c'est sa capacité à être proactif et à procéder à plusieurs étapes d'affilée. Et donc en termes d'automatisation et surtout en termes d'interface humain avec l'humain, parce que pour moi c'est là où c'est très important, c'est qu'on va pas remplacer l'humain, mais on va aider, on va chercher un support à l'humain et un partenaire, mais qui pourra être vérifié en permanence. Donc c'est cette capacité à être proactif qui est très importante. Et l'autre enjeu, c'est la diversité des sources. Donc on a vu qu'il y en a énormément, ils en ingèrent énormément, et on a vu qu'il peut y avoir des problèmes de priorisation. Donc un LLM, il va pas forcément savoir qu'un forum est moins important en termes scientifiques que Orphanet. Alors, il y a quelques notions qui approchent aujourd'hui, mais on va avoir le pouvoir avec les agents IA de pouvoir redonner un peu plus d'importance à ces sources et surtout de les structurer, de leur donner vraiment la notion de à quoi sert une source et comment l'utiliser. Donc j'ai cette slide. Ok. Qui est assez intéressante, qui vient aussi du même papier, mais aujourd'hui, quand vous utilisez un ChatGPT, vous utilisez le modèle, la partie rouge. Quand on va développer des agents, on va pouvoir maîtriser d'autres briques
et contrôler un peu la façon dont l'intelligence artificielle va être utilisée. Donc là, il y a différents éléments. Le modèle, il peut être interchangeable. On peut utiliser celui de Google, on peut utiliser des modèles open source justement pour les déployer en local, dans un hôpital, etc. Donc c'est interchangeable. On peut maîtriser aussi une partie de son raisonnement, c'est-à-dire que vous voyez dans Model-Based Reasoning Planning, en fait, on va pouvoir ajouter une couche de programmation. Donc on a vu, notamment avec le retour d'expertise par exemple de Pascal, il y a des raisonnements qui sont connus, qu'on a validés, des algorithmes qu'on va pouvoir rajouter dans cette phase. On va pouvoir s'assurer que ces protocoles sont suivis, ces étapes sont suivies par l'agent. Donc c'est le raisonnement. La mémoire, donc ça c'est plus retenir les échanges qu'on a avec un agent. Donc par exemple, nous on est en train de faire une application aussi EP Discovery qui rassemble toutes les ressources, notamment pour la recherche. Un chercheur va pouvoir déposer lui ses informations, ses particularités et affiner le travail du modèle. Et ensuite il y a les tools. Donc les tools c'est aussi très important. Je vais faire une illustration de ce qu'on est en train de faire. Les tools en fait c'est juste des outils que l'agent va pouvoir utiliser et c'est là où on intervient pour apporter une couche supplémentaire de traçabilité, puisque les tools, ce sont tout simplement, par exemple, des appels à certaines bases de données. On va pouvoir les tracer. Quand je vais faire appel à Orphanet, je vais utiliser un tools. Donc aujourd'hui, si vous utilisez ChatGPT pour vous sortir les codes Orphanet, j'ai testé par exemple sur Huntington, il va vous en sortir qu'un seul de code. Mais dans Orphanet, il y en a 4 qui sont liés. En utilisant le tools Orphanet, il va vous sortir les 4 codes. Et pour le développement d'application, c'est essentiel d'avoir ce niveau de granularité et de traçabilité. Et on va savoir qu'on a appelé la base de données Orphanet. Vous avez aucune idée de ce que ChatGPT a appelé. C'est une boîte noire. Donc les outils vont être hyper importants. Et c'est là aussi où l'ordre des slides, vous avez compris, n'est pas parfait. Voilà. Et c'est là où en fait nous on intervient vachement, c'est que depuis 10 ans on collecte toutes ces bases de données en open data et on a créé une data bank qui est vraiment structurée pour être vérifiée et pour être utilisée par l'IA. C'est-à-dire que au cœur de l'engine, on a 437 sources qui sont toutes des sources vérifiées, émises par des gouvernements ou des institutions reconnues. On les a structurées dans une base de données. On a créé des connecteurs qui fait qu'en fait ces données que vous allez voir dans des dashboards ou dans des moteurs de recherche que vous voyez dans RDACA ou dans nos applications, pour ceux qui utilisent nos applications, ce seront les mêmes que vont appeler les agents IA. Donc on aura toujours la possibilité d'aller retourner sur les dashboards et vérifier ces mêmes informations par un humain. Et c'est là où on crée vraiment une interface entre l'humain et l'IA, selon moi, où ces données sont accessibles par des modèles pour faciliter la vie de tous les jours, mais on peut toujours les vérifier et c'est, selon moi, primordial. On a aussi le concept de modèle sémantique, on a parlé pas mal de la sémantique et l'importance de la sémantique et du travail d'Orphanet. C'est là aussi où on va faire comprendre aux IA comment utiliser les bases de données. Donc c'est pas juste balancer de la donnée qu'on va faire, c'est créer de l'information sur comment utiliser ces données. Et donc c'est là-dedans aussi qu'on va mettre. Et donc pour un petit zoom aussi sur le sujet des maladies rares et des enjeux, notamment des agents IA pour l'automatisation, je vais montrer les chiffres donc, qui viennent justement de notre application Discovery, mais l'augmentation de la donnée et des enjeux de curation et du travail que fait Orphanet, et qu'on va aussi travailler ensemble sur comment interfacer et faciliter ce travail de curation en faisant intervenir l'humain mais en automatisant aussi certaines choses. C'est l'augmentation des essais cliniques liés aux maladies rares. Donc, elle est très claire. On a plus de doublé en 12 ans. Et après aussi le sujet de PubMed. Donc, on a parlé d'utilisation des publications pour la génération de données synthétiques, etc. C'est là où on va pouvoir aller piocher énormément d'informations. Sauf qu'on se retrouve avec un manque de papier. Il y a 39 millions de publications diffusées sur PubMed. C'est plus de 2 millions par an qui sont émises, donc il faut faire le tri là-dedans. Et après, dans les maladies rares, donc là, on a pris tout le nombre de papiers qui citent une maladie rare ou ses synonymes. On voit une explosion totale de ce nombre, donc ça fait à Orphanet 220 000 papiers à traiter, où il faut aller regarder les phénotypes, etc. C'est un travail monstre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va
automatiser ça, donc les agents vont le permettre, et surtout que l'explosion, on s'attend à ce qu'elle soit encore plus grande, et les enjeux de contrôle encore plus grands, parce qu'avec l'IA, on observe une augmentation de génération de papier. Il y a des sites qui vous permettent de générer des papiers de recherche on the spot, et une diminution de la qualité. Donc, c'est ultra important d'aller monitorer ça et d'aller ajouter des couches de vérification. Et enfin, un peu la vision, c'est comment est-ce qu'on arrive à 6400 agents pour 6400 maladies rares, parce que les maladies rares sont tellement spécifiques qu'il faut arriver à ce que j'appelle une spécialisation de masse, et réussir à créer cette spécialisation à travers la curation, c'est-à-dire qu'en sélectionnant les bons papiers, les bonnes ressources. Donc là, on voit, ça vient aussi de notre application Discovery, on a réussi à centraliser toutes les informations sur les approbations des agences de santé, les essais cliniques qui ont été observés à la fois en Europe, aux États-Unis, donc les 2 sources principales, la recherche sur la génomique, les avis aussi sur la pharmacogénomique. Toutes ces informations, on les a centralisées, et il y a aussi un gros travail de curation qu'on est en train de discuter avec Orphanet sur PubMed. Si on centralise ça sur un sujet, donc un orphacode, on arrive à avoir un agent qui a une petite spécialité, qui commence à vraiment se spécialiser. Et si on ajoute en plus ça l'expertise humaine qui peut dialoguer avec cet agent, on peut vraiment construire une intelligence à qui on peut avoir un peu plus confiance et qui peut nous aider à avancer plus vite. Voilà. Juste peut-être un dernier mot sur ce point, parce que c'est assez important en fait. On voit bien que les modèles, ça change tous les matins aussi. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux modèles qui émergent tous les 15 jours. Enfin, ça va à une vitesse folle. Donc, l'idée derrière ça, c'est pas de se focaliser sur quel va être le meilleur modèle, en fait. C'est de dire quelle va être la meilleure méthodologie. Et travailler sur des notions de méthodologie, c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, on a l'expertise aussi, en termes de méthodologie. RDK, vous avez la puissance technique et le savoir-faire technique sur ces questions-là, sur Take Care. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement de réussir à mettre en place une méthodologie qui soit réutilisable, le côté massification dont tu as parlé, effectivement. Et c'est ça qui va réussir finalement à mettre en place quelque chose dont on pense qu'il y aura une efficacité réelle au niveau de chaque maladie. Merci. Merci beaucoup.